Bienvenue à la conférence du midi de l'Oregon. On a une série de conférences très intéressantes. Aujourd'hui, on a Denise Côté qui dirige l'Oregon, l'Observatoire sur la recherche sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes à l'UQO. Elle est professeure en travail social depuis une longue date. Elle est spécialiste en organisation communautaire. Ses recherches portent sur les groupes communautaires et en particulier les groupes de femmes. Elle est spécialiste justement dans la question de genre. Depuis le tremblement de terre en Haïti en 2010, elle a profité de sa longue amitié avec Haïti pour y porter son regard de recherche. Elle a effectué plusieurs voyages et recherches de terrain en Haïti depuis 2010 et c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde et à Denise. Merci Charmaine. Ma conférence aujourd'hui porte sur, en fait le titre portait sur l'humanitaire, mais en fait mon regard est un regard quasi anthropologique, je dirais, un regard à partir de l'expérience des groupes de femmes haïtiens ou de celles que j'ai pu constater, puisque depuis plus de 30 ans, je fais des allers-retours assez fréquents en Haïti et j'ai le plaisir d'accompagner, d'être présente auprès des groupes de femmes haïtiens. Et ce que j'ai constaté depuis 2010, en fait, c'est quelque chose qui me venait à l'esprit depuis longtemps, c'est-à-dire le rôle de l'international, et dans ce cas-ci, suite au séisme, le rôle de l'humanitaire, mais aussi de tout cet appareil, comme je disais, d'aide qui a été déployé en Haïti, et comment, non pas que l'humanitaire ne soit pas nécessaire, mais comment les groupes de femmes haïtiens ont été, disons, dans quelle situation, dans quelle posture, quelle est la place que cet appareil-là leur a laissé et comment elles ont dû justement se réaffirmer face à un appareillage qui est quand même relativement lourd. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le résultat d'une recherche qui est en cours. Donc, il y a beaucoup d'observations participantes, il y a aussi des entrevues qui ont été menées. Mais justement, ce regard-là d'observation participante offre finalement une analyse de l'intérieur. Alors, une analyse qui se veut critique de l'intérieur, dans la mesure du possible, bien entendu, sur comment l'humanitaire a agi par rapport à la question du genre et par rapport au groupe de femmes, ce que l'humanitaire, même le terme humanitaire en tant que tel, si on prenait plus de temps, il faudrait voir que ce n'est pas quelque chose de monolithique, mais comment l'humanitaire ignore finalement la posture, le sens que donnent les Haïtiens à sa propre présence, comment à travers cette intervention-là, il y a de nouveaux clichés qui se sont développés sur Haïti, mais aussi sur les femmes haïtiennes, et quelles sont les difficultés que les groupes de femmes ont rencontrées. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous présenter quelque chose d'un peu différent de ce que nous présentent les médias, et surtout de mon regard, en fait, la démarche de recherche que je fais se veut une démarche, cette démarche-là se veut une démarche critique face à, finalement, ce qui est en train de s'implanter comme gouvernance au niveau international. Parce que vous le savez, Alain Deneau l'a écrit dans son livre, c'est très clair, la société civile fait maintenant partie de ce qui est considéré la gouvernance, et en principe, il doit y avoir un arrimage entre le local et le national, entre le national et l'international. Dans le cas de la réalité terrain des groupes de femmes haïtiennes, la présence de l'humanité, dans plusieurs cas, c'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Donc, je ne voudrais pas vous présenter finalement cette réalité-là de façon manichéenne. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que souvent, l'analyse critique
de la réalité fait place à un prisme manichéen, une pensée binaire. Alors, soit qu'il y a une angélisation de l'humanitaire, par exemple, ou une démonisation de l'humanitaire. On n'est pas dans un film américain noir et blanc avec des bons, des méchants, puis une bonne fin à l'histoire. On est plutôt dans une réalité qui est grise et complexe. Bien sûr que ma critique ici ne sera pas dans le sens que l'humanitaire n'était pas nécessaire ou qu'il ne faille pas avoir ces élans humanitaires au moment de désastres comme celui qui a eu lieu en Haïti. Au contraire, l'idée, c'est de, puisque au nord, on nous envoie une idée justement très, très angélique de l'humanitaire au moment des désastres, c'est d'essayer d'avoir une approche critique à cette représentation-là qui nous est fournie par différents médias, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, et de comprendre que l'humanitaire comme tel, c'est un dispositif humain, institutionnel, qui a des avantages et des limites, et qui, au moment et c'est particulièrement vrai en Haïti, dans le cadre d'une société où l'État-nation, comme on le sait, ne dispose pas d'institutions aussi fortes et même de budgets, des budgets nécessaires. Dans le cas d'Haïti, même l'armée était absente, il n'y a pas d'armée en Haïti. Alors donc, dans le cas d'un désastre comme celui qui a frappé le cœur du pays en 2010, c'est sûr qu'il y avait un besoin d'intervention. Bon, alors, quelques rappels nécessaires au départ. On sait qu'Haïti, c'est le pays le plus pauvre des Amériques. Je vous fais grâce des chiffres. On sait que ses infrastructures sont défaillantes. On sait, ou c'est peut-être moins clair, ou c'est moins connu pour les gens qui connaissent moins Haïti, que c'est aussi un État qui est à la fois avec des institutions, disons, à renforcer, pour dire la chose gentiment. C'est un État qui, par contre, est fortement centralisé, souvent inefficace, et que Port-au-Prince, sa capitale, s'est bidonvillisée depuis 40 ans. Ça, on voit beaucoup d'images de bidonvilles à Port-au-Prince, mais on ne sait pas qu'il y a 45 ans, 50 ans, Port-au-Prince n'était pas bidonvillisé. Il y a eu quand même des phénomènes de migrations intérieures vers l'étranger, mais aussi vers sa capitale, comme c'était le cas dans beaucoup de pays dits du tiers-monde. Deuxième rappel, l'ampleur du désastre. Le 12 janvier 2010, à 16h53 exactement, le tremblement de terre a eu lieu. C'était un tremblement de terre qui se situait entre 7 et 7,3 ou 7,3 sur l'échelle Richter. Haïti se trouvait où cette zone-là, c'était la zone Port-au-Prince, mais c'était en fait à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Le centre, l'épicentre, c'était Léogane. C'était vraiment quelque chose. C'était une ville qui a été complètement rasée. J'ai eu la chance de la voir par hélicoptère le 8 mars 2010. Et je veux dire, c'était vraiment une destruction totale. Donc, il y a eu un épicentre qui était proche de cette ville-là, tout à côté de Port-au-Prince, de la ville de Léogane. Parce que cet endroit-là, ben, je ne suis pas géologue, mais ça se trouve au confluent de deux plaques tectoniques, qu'il y a eu une rupture de faille. La faille s'appelle Enriquillo, elle a même un petit nom. Et sur plus de entre 50 et 100 km. Et ce qui a rendu la chose difficile aussi, c'était que c'était à une profondeur relativement faible, c'est-à-dire à 10 km de profondeur, j'imagine. C'était à quelle heure? C'était à 16h53, il faisait noir. Mais heureusement, les bureaux étaient fermés parce qu'il y aurait eu plus de personnes, plus de morts, plus de blessés. Les gens étaient partis du travail, donc la plupart du temps, ceux qui ont des horaires réguliers étaient entre le travail et la maison. Il y a eu plus de 50 répliques supérieures à 4,5 sur l'échelle Richter après. Donc les gens étaient paniqués. Les gens ont dormi dans les rues pendant des nuits, parce qu'ils étaient paniqués à cause des répliques. Et pendant des mois de temps, on a pu voir dans les maisons, dans les cours des maisons, des tentes, des gens qui avaient des maisons qui étaient encore sur pied, mais qui dormaient dans les tentes de peur des répliques. Donc, ça créait effectivement toute une atmosphère. Il y a eu plus de 75 000 morts, entre 200 et 300 000 blessés, plus d'1 million de sans-abri. Et, bon, la capitale a été dévastée. C'est ça qui est le cœur du problème. Ben, du problème, non, mais en fait, c'est le fait que ça frappait la capitale et toutes les institutions.
Donc, le palais national est tombé, le gouvernement n'était plus fonctionnel. Le gouvernement, il n'y avait pas d'armée en Haïti, donc il n'y avait pas de sécurité civile pour reprendre, comme c'est le cas par exemple en Chine, quand il y a eu des gros tremblements de terre en Chine, il y en a eu au Chili par la suite. Mais là, il y avait des infrastructures, des corps d'armée, des corps, enfin, pour donner assistance, donner première assistance dans ces zones-là, pour reconstruire aussi. Et dans ces deux cas-là que je viens de vous citer, l'aide internationale a été acceptée ou refusée, mais c'est ajouté à ce que les institutions nationales pouvaient donner à la population. Dans le cas d'Haïti, c'est pas ça qui s'est passé, c'est-à-dire que on le sait peu, et c'est ce que je vais décrire parce que la présence internationale nous donne une image qui est fausse d'Haïti, mais la majorité des gens ont été sauvés par des Haïtiens, mais ça a été fait au niveau individuel. C'est-à-dire que la personne qui était là s'est faite sortir par quelqu'un d'autre qui, bon, on se comprend, ça s'est fait individuellement, mais ça ne s'est pas fait par une organisation structurée de police, d'armée, de sécurité civile, etc., qui n'existait pas. Bon. Par contre, l'autre chose que je devrais vous dire avant de passer plus loin, c'est que on a parlé aussi à savoir bon, pourquoi il n'y avait pas de construction parasismique ou des choses comme ça en Haïti. C'est que le dernier séisme à Port-au-Prince a eu lieu au milieu du 18e siècle. Il a été important, mais on avait comme oublié, la mémoire n'était plus là. Il y a eu d'autres séismes au 19e siècle, mais au nord du pays. Et je vous signale que les constructions étaient en béton, mais les constructions traditionnelles en Haïti étaient en bois. Mais depuis plusieurs années, il n'y avait plus de construction en bois qui se faisait, entre autres à cause de la déforestation, mais les constructions en bois, qu'on appelle les gingerbread, ont tenu le coup. Ce sont les constructions en béton qui n'ont pas tenu le coup. Le béton représentant la modernité, la nouvelle façon, bon, etc., dans les 40-50 dernières années, la plupart des constructions étaient en béton. Ce sont les constructions qui sont tombées à Port-au-Prince, bon, il y a Léogane où tout a été rasé à peu près, mais selon les quartiers, il y a des mouvements. C'était la qualité de la construction, mais c'est aussi le quartier, c'est-à-dire là où la faille est venue causer un tremblement plus fort. Il y a des quartiers qui sont restés intacts puis à Port-au-Prince, puis il y a des quartiers qui ont été détruits. Donc, c'est pas uniquement, disons, une question bien, c'est sûr qu'il n'y avait pas de prévention au séisme en Haïti, mais à Port-au-Prince, mais c'est aussi un effet de la nature. Bon. Alors, la posture binaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, en rapport avec l'humanitaire, elle naît de quelque part. Elle naît du besoin qu'on a au Nord et de la sensibilisation que beaucoup d'organisations font au Nord, dans les pays du Nord économique, sur les situations propres au sous-développement, sur la solidarité nécessaire entre les pays dits développés et dits sous-développés. Mais malheureusement, à travers les effets médias, les autres effets de construction des images qu'on se fait dans le Nord, dans les sociétés occidentales, on reprend un certain discours sur la nécessité de l'aide et l'aide organisée telle que les institutions internationales l'ont décidé, mais aussi, il faut se rappeler que les gouvernements, que ce soit le Canada, les États-Unis, ne prendre que ces exemples-là, en intervenant en Haïti, ont toujours des stratégies géopolitiques. Et celles-ci ne font pas partie des représentations qu'on a de l'humanitaire. On pense que l'humanitaire, c'est là pour donner uniquement et pour aider uniquement. On aide, mais on aide dans un contexte particulier. Donc, dans un contexte où, après le désastre de janvier 2010, on avait accès uniquement aux informations en provenance des médias canadiens ou américains qui étaient déplacés sur place, qui s'étaient déplacés. Ce sont des journalistes qui n'avaient pas nécessairement une connaissance du terrain. Ce qu'on a vu, c'est l'aide qui a été apportée, mais on n'a pas vu ce que les Haïtiens ont fait eux-mêmes. Donc, on développe finalement
Et pendant la période humanitaire, ce qu'on remarque au Nord, c'est très souvent une absence de critique sur la façon dont l'aide se déploie. Oui, encore une fois, je ne veux pas nier la nécessité d'une aide et d'une solidarité, mais toute aide et toute solidarité se fait selon, si on va avoir une pensée critique, se fait selon une organisation particulière qui elle-même est humaine et sociale, elle est économique et elle a ses propres limites. Donc, pendant les efforts d'aide humanitaire, c'est un peu comme pendant la guerre en Irak aux États-Unis, c'est très difficile de critiquer tout le monde, on est là, on veut donner, on veut aider, etc. Critiquer la façon que c'est fait, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu. Et on occulte complètement les limites de cette aide-là. Alors donc, l'humanitaire devient une sorte, si vous me permettez l'expression, de vision mondiale, internationale, où est-ce que, en quelque sorte, miraculeusement, là, je prends des exemples un peu stéréotypés, mais on l'a vu à CNN, là, les grands speakerins là, de CNN qui arrivent et qui sauvent un petit enfant, etc. Puis c'est l'image qui nous reste très souvent, mais l'image de ce qui se passe vraiment sur le terrain, ça ne nous arrive pas. Et par contre, quand on arrive, la période, quand il y a eu une sorte de virement par la suite au Nord, à savoir quand on s'est rendu compte qu'il y avait des limites à l'humanitaire, à la façon dont l'argent, pardon, ne parlons que de ça pour stéréotyper un peu la façon dont l'argent est dépensé en Haïti. Là, on tombe dans la démonisation. Et c'est très souvent, malheureusement, le cas de ce manichéisme qu'on a de la pensée, à savoir, là, tout d'un coup, ben là, comment ça se fait, l'aide n'est pas arrivée, etc. Bon, on tombe dans l'excès contraire, alors que, finalement, on n'arrive pas à avoir une vision qui est juste de ce qui se passe réellement sur le terrain et du fait que de toute façon, l'humanitaire, et j'y reviendrai tout à l'heure, il remplit une fonction dans, si on veut, le système monde, dans l'ordre mondial, et que ça en soi, que l'humanitaire en soi est quand même un acte d'ingérence dans les... Enfin, il l'était en Haïti très clairement, là. Pas pour dire qu'on ne voulait pas aider les Haïtiens, on se comprend? Mais c'est un acte d'ingérence dans les affaires internes du pays, ça a été tout le long. C'est ce qu'on critique aujourd'hui aussi, à raison. Le but de cette ingérence, c'est de mettre fin à une souffrance physique causée par... Mais très souvent, l'humanitaire se fonde sur l'idée de guerre civile ou d'éviter les guerres. Hein. C'est une institution, pour faire une longue histoire très, très courte. Dans le cas du désastre du tremblement de terre en Haïti, on a appliqué des méthodes qui étaient propres aux méthodes qu'on applique en situation de conflit, okay? Alors qu'il n'y a pas de conflit comme tel en Haïti. Alors, le but, c'est de mettre fin à une souffrance physique causée souvent par la désintégration ou l'autorité abusive d'un État. Dans ce cas-ci, l'État, effectivement, était en état de fragilité. Et d'aider à créer des conditions pour l'émergence d'une structure durable de l'autorité civile, c'est ce qui a été fait et c'est ce qu'on veut faire, avec un principe de coopération des parties. Comment ça s'est passé en Haïti? L'humanitaire, c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans parfois, donc il y a eu tout un appareillage qui s'est déplacé pendant ces années-là pour se retirer par la suite. Les États-Unis, dans le cas d'Haïti, a pris rapidement les rênes des opérations. Et là, je vais vous donner quelques faits juste pour vous donner une idée de données qui circulent, qui sont connues, mais qui ne circulent pas de façon large, mais qui peuvent nous permettre de nous placer, parce qu'en dernière partie, je vais revenir sur les groupes de femmes, sur comment, si on travaille au niveau local en Haïti, en appui aux femmes et comme militantes féministes, comment on a pu voir la chose. Mais ce n'est pas uniquement, bien sûr, les militantes féministes mais il faut comprendre que l'appareillage qui a été déployé, c'est un appareillage très important. Donc, les États-Unis, 22 000 hommes, 15 navires, 58 avions et hélicoptères avant le 1er février 2010, au plus fort de l'opération. Washington a tout de suite pris le contrôle de l'opération. C'était l'ONU, mais c'est Washington c'était Washington qui est là. D'ailleurs, il s'agissait pour les soldats américains de suppléer les forces de police haïtiennes et la MINUSTA, qui est la force onusienne
en Haïti, dans la sécurisation de la capitale. Donc, il y avait vraiment une question sécuritaire. Ça, on n'en parle pas. On parle de l'humanitaire, mais en arrière de ça, il y a des préoccupations sécuritaires pour les États-Unis en rapport avec Haïti. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre en œuvre une chaîne logistique robuste et déployer des moyens de secours très, très lourds. C'est un précédent. Et les analystes de l'humanitaire disent que Haïti est un précédent en ce sens-là, c'est-à-dire que il y a eu une prise en charge globale de la capitale. C'est clair, ça n'a pas été publicisé comme ça, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les troupes américaines ont pris contrôle, par exemple, de l'aéroport de Port-au-Prince, carrément. Donc, les autres pays, comme le Canada ou d'autres, ils ne sont pas pleins dans les journaux, là, mais il n'y avait pas accès. C'est les États-Unis qui contrôlaient l'aéroport. Donc, finalement, la question de la souveraineté nationale se pose, là. Bon, on va dire que c'est nécessaire, oui, mais c'est nécessaire dans une certaine ligne, avec une certaine histoire. Bon. Les troupes qui ont été envoyées sont des troupes de choc. C'est finalement des troupes de choc qui étaient américaines, qui avaient été entraînées en Irak, en Afghanistan, dans le cadre d'opérations de guerre. Donc, c'est ça qui s'est déployé. Ils se sont réservés finalement le contrôle stratégique du théâtre des opérations. Et finalement, ils se sont assurés d'avoir le contrôle du territoire. Mais là, le contrôle du territoire, en tout cas, ce que je veux illustrer ici, c'est finalement ce que les gens ont senti, ce que les gens ont su, okay, sur le terrain, à savoir forte présence américaine. Mais la forte présence américaine, moi j'essaie de donner sens, mais un sens du point de vue haïtien, là. La forte présence américaine, elle est là depuis longtemps en Haïti. Donc, ça a été vécu quand même de façon assez, disons, d'une part, assez contradictoire. C'est-à-dire, d'une part, on a besoin d'aide, mais d'autre part, rappelons-nous que les Américains ont envahi Haïti de 1915 à 1934. Les gens le savent, là. Ils se rappellent de ça, là. Les Américains sont arrivés en force en 1994 et 2000 dans l'opération Restore Democracy. Il y avait 23 000 soldats américains en Haïti à cette période-là. La MINUSTA, qui est l'organisme, c'est la force de l'ONU, est là depuis 1993, a 10 000 militaires. Okay? Non seulement ça, pendant la période du Valieris, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont appuyé, ont maintenu la dictature du Valieriste pendant la période de 1957 à 1986. Ça faisait bien leur affaire pendant le cadre de la guerre froide. Donc, tout ça pour dire que et depuis la chute de Duvalier, c'est au moment de la chute du régime Duvalier qu'on a décidé d'éliminer toute armée, puisque l'armée était source potentielle de retour à des régimes dictatoriaux. Donc, dans ce cadre-là, la présence de l'humanitaire avait pour les Haïtiens un sens qui n'était pas uniquement le sens de l'aide, okay, de la générosité, mais le sens d'intérêt, de puissance très, très forte. Et pour ceux qui connaissent Haïti, et là, je vais vous donner faire un retour en arrière un petit peu plus lointain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a justifié la représentation qu'on a développée pour justifier la présence humanitaire en Haïti, et cette présence forte, c'est celle, justement, des taux excessifs de sous-développement. Mais c'était aussi une façon de renforcer la place d'Haïti dans un système monde et à la périphérie de celui-ci. Haïti a toujours été un endroit qui a périphérique aux grandes puissances, mais c'était le pays le plus riche. En fait, c'est une colonie, je vous rappelle, nous sommes québécois, en fait, la Nouvelle-France a été changée pour garder Haïti, là, je vous le rappelle, entre autres, là, parce que la France n'avait aucune utilité pour les quelques arpents de neige de la Nouvelle-France, mais la France s'est bien servie des gisements d'or qu'il a épuisés au 16e siècle, du sucre, du tabac, et du café, du cacao, du coton, qui ont finalement produit finalement la richesse de la France, entre autres, au 18e siècle, 40% du commerce extérieur de la France était en fait, Haïti
était, comment je dirais, donc, produit par Haïti. Donc, vraiment, Haïti a été un pays qui a produit des matières premières pour la France, qui, finalement, a eu son indépendance en 1804, suite à une longue guerre contre les troupes de Napoléon. Donc, il a vaincu les troupes de Napoléon, c'est pas peu dire, la première République noire. Par contre, il a été mis au banc des nations par les grandes puissances coloniales de l'époque, par la suite. Bien sûr qu'il avait peur, entre autres choses, de la révolte des esclaves. Et entre autres choses, c'était inconcevable en quelque part, même pour les révolutionnaires français, que des Noirs puissent avoir un droit de citoyenneté. On se comprend que tout ça, là, il ne faut pas le cacher, c'est vraiment ça. Donc la France, l'Angleterre, les États-Unis ont déclaré un embargo dans la première moitié du 19e siècle d'Haïti pour finalement leur imposer, pour se sortir de l'embargo. Et Haïti a été, les révolutionnaires latino-américains qui sont servis, entre autres, d'Haïti comme base pour leur indépendance, ont oublié Haïti assez vite, parce qu'eux autres aussi, une république noire, c'était quelque chose qui dérangeait. Donc, finalement, Haïti a dû payer son indépendance. C'est le seul pays qui a dû faire une rétribution à la puissance coloniale. Et jusqu'en 1950, il a eu à payer les intérêts de la dette, une dette de l'équivalent de 17 milliards d'euros aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs réclamé à la France. Bon, non seulement que les dictatures, par la suite, se sont envolées avec la caisse de l'État, on comprend que le sous-développement d'Haïti, contrairement à l'image qui nous est faite de pauvres victimes incapables de se débrouiller tout seuls, etc., etc., moi, ce que je veux vous démontrer, c'est que c'est vraiment pas la réalité, et c'est pas la réalité qu'on voit sur le terrain. Je suis bien loin de la question des femmes, mais en fait, non. Parce que la question des femmes se profile. Et un des problèmes que les femmes et les groupes de femmes ont eu en Haïti, c'est justement cette image fausse qu'on donne de l'action qu'elles ont eue et de ce qu'elles font sur le terrain. Et c'est une incompréhension. La construction et la vitalité qu'on donne à cette fausse représentation des Haïtiens comme victimes du sous-développement, comme incapables bon, c'est en soi, et c'est ce que je vais vous démontrer, un obstacle à l'activité des groupes de femmes haïtiens qui, pourtant, depuis 1930, sont extrêmement actifs et sont reconnus comme étant un des 3 ou 4 mouvements les plus forts en Haïti. Bon, donc, je vais reprendre un peu mon texte, là. Bon, le gender mainstreaming, là, vous connaissez la question du genre comme objectif transversal de l'intervention, a été adopté par l'aide humanitaire grâce à plusieurs écrits que je ne citerai pas ici, grâce à l'action de féministes, entre autres occidentales, qui ont démontré qu'en situation de désastre, bien sûr, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes situations et ont des besoins différents, qu'il faut y voir, etc. Cependant, ce qu'on remarque, et ce qui est critiqué d'ailleurs par la littérature sur l'approche genre au sein des institutions internationales et au sein de l'humanitaire, c'est que finalement, on dépolitise la question du gender mainstreaming et on l'applique comme instrument, comme technique d'intervention, plutôt que comme objectif global de redressement des inégalités. Et pour l'appliquer comme objectif global, il faut comprendre la situation des populations locales ou nationales, les populations visées, et il faut surtout écouter et ne pas invisibiliser les associations, les membres de la société civile qui sont actifs dans un contexte, par exemple, de désastre. Or, c'est justement ce qui s'est produit. Donc, ce qui s'est produit, pour en venir directement à notre sujet, c'est que les gestes en provenance des organisations internationales ont marginalisé le mouvement des femmes haïtiens plutôt que de le renforcer. Comment? Bon, premièrement, je vous rappelle une chose, une donne qui est très connue là-bas, c'est que tous les gestes, finalement, inacceptables des forces armées et de l'humanitaire sont non dénonciables et non justiciables dans le pays où ça se produit. Donc, vous déployez
des milliers, des dizaines de milliers d'hommes, et certaines femmes bien entendu, mais on sait qu'elles sont en minorité dans les forces armées. Donc, vous les déployez dans un pays comme celui-là, vous allez avoir des viols, vous allez avoir le développement de prostitution juvénile, vous allez avoir, bon, toutes sortes disons, pour ne parler que de ces éléments-là, là, qui sont finalement des inquiétudes très, très claires pour les groupes de femmes qui, depuis 30-35 ans en Haïti, interviennent sur ces questions-là. Or, l'ONU protège les gens qui sont envoyés sur place. Vous ne pouvez pas faire passer un soldat qui a violé une petite fille, par exemple, puis ça s'est produit, il y a des histoires, plein d'histoires qui sont produites, des viols de jeunes garçons aussi, bon, etc., qui sont... Vous ne pouvez pas les faire passer par le système de justice haïtien, vous ne pouvez pas les dénoncer. Ce qui se produit, c'est un peu comme dans l'Église catholique. Si vous permettez le parallèle, on extrait le soldat ou les coupables, puis on les renvoie chez eux, puis bon. Là, toute la lutte, c'est pour qu'ils aient à faire face à la justice dans leur pays d'origine, puis dans certains cas, ils ont réussi. Mais ça, en soi, c'est quelque chose dont on ne parle pas quand on parle de l'humanitaire, mais c'est quelque chose de très réel sur le terrain. Par contre, il y a aussi, on s'est rendu compte, et c'est ce que je suis en train de documenter sur le terrain, il y a eu plusieurs façons dont les groupes ont été marginalisés, les groupes de femmes haïtiennes ont été marginalisés. Pourtant ces groupes-là, depuis 1930, à la création de la Ligue féminine d'action sociale, ça on ne le sait pas ici, mais il y a eu des mouvements féministes qu'on appelle de première vague pour l'obtention du droit de vote, qui ont obtenu le droit de vote jusqu'à l'élection, parce que François Duvalier a été élu en 1957 pour il a ôté par la suite le droit de vote, bien entendu, mais il y a eu une certaine période où le droit de vote 150 qui a été acquis par les groupes de femmes suite aux pressions des groupes de femmes. Le mouvement féministe haïtien, c'est lui qui a historiquement contribué à renforcer l'État haïtien. Il a exigé et maintenu l'intérêt pour un ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Il a fait changer les lois, pour ne donner que ces exemples-là, sur le viol, pour que ça soit considéré comme un crime contre la personne et non pas un crime contre l'honneur. Ils sont extrêmement connus, extrêmement actifs, avec des moyens du bord, bien entendu, mais très, très puissants comme mouvement. Or, quand l'humanitaire arrive, ils méconnaissent le mouvement complètement. Et là, finalement, c'est une intervention qui vise à sauver des corps plutôt qu'à donner sens à quelque chose ou à faire des liens. Alors, on sauve des gens, c'est bien, mais on applique finalement des façons de... On méconnaît et on est complètement aveuglé. On agit comme si chacune des pauvres femmes haïtiennes, excusez-moi l'expression, devait être sauvée et aidée et sont des victimes potentielles, mais on ne s'adresse pas, on ne connaît pas le mouvement des femmes comme tel et on ne pose pas de questions. Ça m'est arrivé aussi de faire une présentation un mois après le séisme auprès de cadres d'ONG canadiennes et les gens m'ont dit, mais comment on fait pour faire un lien avec les groupes de femmes là-bas? Mais l'ACDI subventionne depuis 15 ans, 15-20 ans, des initiatives de groupes de femmes. Il faut se poser la question, et c'est pas long qu'on va être capable de se mettre en lien. Sauf que dans les décisions qui sont prises à Washington, à Ottawa ou à Montréal même parfois, quand il s'agit d'intervention comme rapide et de type humanitaire, très souvent, on ne se pose même pas la question. On pense que c'est suffisant de dire qu'on applique une grille de différence hommes-femmes et que tout va être réglé. Or, et je vais vous donner quelques exemples, parce que le temps court, de conséquences de cette façon-là de fonctionner. On a élaborer des nouvelles conditions de financement, alors des groupes de femmes. Donc, les groupes de femmes sont coupés, il y a des morts parmi les militantes féministes, bien entendu, il y a les gens n'ont plus de maison, souvent plus de travail. On se relève tranquillement. Moi, j'ai connu des gens qui ont vécu sous la tente pendant les 8-10 mois suivant le séisme et continuaient à intervenir auprès de leur communauté pour contrer les violences faites aux femmes et essayer de remonter leur groupe. Or, certains groupes bailleurs de fonds du Nord ont revu leurs conditions de financement pour imposer des conditions absolument impossibles à respecter dans ce contexte-là. Par exemple, il y a une organisation qui a demandé à un groupe de femmes d'avoir une lettre d'approbation de l'évêque de Port-au-Prince. Mais quand on sait que les groupes de femmes se battent pour des
entre autres l'avortement qui n'est pas libre et gratuit et qui est illégal encore en Haïti. Vous imaginez ce que ça peut faire. Je vous donne des histoires d'horreur. Il y a eu des groupes qui ont très, très bien travaillé avec les groupes de femmes, là, on se comprend, mais là, je vous donne ce qu'il faut être corrigé puisque le temps me manque. Le négationnisme, il y a des rumeurs qui ont circulé parmi les... Parce que là, on a plein d'expats, plein de gens d'ONG qui viennent pour 1 an, 6 mois, 8 mois, bon, qui restent d'ailleurs dans des bunkers ou dans des endroits qui sont réservés, qui se promènent en 4x4 dans la ville, mais qui ont peu de lien avec la communauté, sauf dans leur travail directement. On a commencé à dire que le mouvement des femmes était mort. Donc, on a commencé à prendre des décisions et à se substituer au mouvement des femmes ou au groupe de femmes dans ce qui est la dispensation de services. On a fait des tentatives ouvertes ou discrètes de manipulation et d'instrumentalisation des groupes de femmes. Par exemple, une des conditions, c'est... souvent pour des ONG, pour avoir des subventions, c'est d'avoir un groupe de femmes locales. Hein? Quand tu arrives de Washington, ou tu arrives de New York, ou tu arrives d'ailleurs, ou de Montréal, il faut que c'est pas le cas de toutes les... Il y a des ONG qui sont là depuis longtemps, qui travaillent très, très bien, connaissent très bien le mouvement des femmes haïtiennes. Mais là, vous avez un déferlement de nouvelles organisations qui ne connaissaient pas, et là, un déferlement d'expats, de personnes nouvelles sur le terrain, qui non seulement demandent constamment des rendez-vous pour se faire expliquer la situation des femmes haïtiennes, mais à qui? Au groupe de femmes qui, elles, le font bénévolement, qui, elles, n'ont plus de travail, qui, elles, doivent se reconstruire et se retrouver. Bon, vous avez ça, mais vous avez même, et j'en ai été personnellement témoin et je l'ai documenté, des gens qui sont venus utiliser sans permission le nom des groupes de femmes les plus reconnus pour leur service et leur défense des droits des femmes. Oui, oui, c'était publié, puis il y a eu des scandales. Donc, ces groupes de femmes ont dû faire des dénonciations dans les journaux, etc. Pire, et là, je vais vous donner le pire exemple. Okay? Mais c'est juste pour illustrer comment les choses peuvent fonctionner. Il y a eu la dénonciation à travers le New York Times d'une pandémie de viols dans les camps de déplacés. Okay? Cette dénonciation-là a été faite par un groupe, entre autres, qui se disait féministe, qui avait des contacts journalistiques. Elle ne se reposait sur aucune donnée réelle. Et ça n'a jamais été prouvé. Ce que ça fait, c'est que finalement, ça a obligé la mobilisation des groupes de femmes haïtiennes pour dénoncer ce que d'autres groupes féministes étrangers disaient qu'il existait. Par contre, les groupes, les ONG, certaines ONG ont été rapides à reprendre cette nouvelle-là. Et je vous citerai, juste à titre d'exemple, ce que l'ONU disait en 2011 à propos de ça, malgré, j'ouvre les guillemets, malgré l'absence de données quantitatives. Or, les seules données quantitatives sur les viols sont compilées et sur les agressions faites aux femmes sont compilées par les groupes de femmes en Haïti. L'État n'a aucune statistique, ce sont elles qui, depuis à peu près 8-10 ans, compilent systématiquement toutes les années. Alors, donc, une méconnaissance de cette compilation-là des données faites par les groupes de femmes. Malgré l'absence de données quantitatives, dit l'ONU en 2011, il est généralement accepté que la violence sexuelle contre les femmes et les filles est généralisée dans les camps de déplacés en Haïti et en augmentation. Il n'y a rien qui appuie ça. Les groupes de femmes, pendant ce temps-là, haïtiens étaient en train d'intervenir dans les plus gros camps de concert avec ONU Femmes Haïti, pour faire de la prévention. Ils le faisaient depuis 6 mois, ils l'ont fait pendant 12 mois à peu près. Ces groupes-là, d'ailleurs, ces camps-là, pardon, étaient gérés par des ONG, donc il y a quelque chose qui se passe, c'est les ONG elles-mêmes qui gèrent les camps, ne sont pas capables de contrôler cette pandémie. Mais cette pandémie, ce qui a été dénoncé par les groupes de femmes haïtiennes, c'est qu'elle se basait, de un, sur aucun fait, de deux, qu'elle émanait de gens qui ne s'étaient pas documentés correctement, mais qui avaient aussi des intérêts pour financer leur propre activité en Haïti, alors qu'ils n'y étaient pas implantés. Et je vous dis, 1 an plus tard, ça fonctionnait. Donc, les groupes de femmes haïtiens qui sont là depuis 25 ans n'ont pas reçu les grosses sommes, mais ce sont de nouveaux groupes qui se sont formés, qui ont été formés par les ONG étrangères. C'est un exemple négatif, mais c'est tellement gros que c'est bon de le citer. Parce qu'il y a eu toutes sortes de situations intermédiaires qui nous amenaient à... Et c'est pas seulement l'ONU qui a repris cette idée de la pandémie de viol,
c'est Amnesty International dans ses documents, et à chaque fois, il n'y a aucun chiffre qui est cité, et on va pas. Ce qui a fait en sorte que les groupes de femmes ont dû se mobiliser contre cette vision-là, en disant, écoutez, c'est vraiment, il y a un problème, on n'a aucun chiffre, on ne nous consulte pas, c'est nous qui avons les chiffres, mais en plus de ça, à travers les médias occidentaux, on développe l'idée de la femme haïtienne, l'image négative de la femme haïtienne soumise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viol ni de violence faite aux femmes, on se comprend, mais complètement soumise à des viols à répétition, mais on n'est pas dans une situation de guerre. C'est pas comme ça que ça se passe en Haïti à l'heure actuelle. Il n'y a pas des armées qui arrivent pour violer systématiquement, c'est pas comme ça. Et comment dirais-je, on dresse une image de l'homme haïtien comme étant nécessairement un prédateur sexuel de façon systématique. Donc, on a dénoncé cette nouvelle forme de racisme, en fait, il faut dire ce que c'est, qui a été développée alors que le travail de prévention et de prise en charge se faisait toujours sur le terrain par ces groupes de femmes-là, qui, elles, n'avaient pas les moyens de transmettre sur le net, de transmettre, ils n'ont pas accès aux grands médias, ils ont accès à des médias nationaux, mais ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas envoyer leur message vers l'international. Donc, ils se retrouvent face à la communauté délégitimée ou enfin complètement absents. Et donc, ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire l'action, l'activité des femmes haïtiennes suite au séisme, s'en trouve complètement effacée dans l'image qui nous parvient ici au Nord. Donc, j'ai déjà pris plus de temps que j'aurais dû. Juste pour signaler que c'est extrêmement difficile dans notre système monde de recevoir des images correctes de ce qui se passe sur un terrain comme celui-là et de déconstruire les clichés qui sont constamment construits et qui servent à garder des nations entières dans une place périphérique par rapport à ce qu'on appelle le développement. Voilà, merci. Merci.